Bonjour, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, toujours pour parler ensemble de la culture de tournesol et en s'attachant à regarder désormais d'un peu plus près l'implantation, hein, donc comment réussir au mieux cette étape cruciale pour la culture, de la préparation du sol jusque aux conditions de réalisation du semis. Alors avant ça, simplement regarder ensemble ce cycle de la plante euh, pour voir vraiment en quoi cette étape d'implantation est vraiment déterminante. Alors, on va s'attacher à regarder en particulier deux critères qui vont vraiment être définis par la qualité de l'implantation, de la réalisation du semis, mais aussi avant ça de la préparation du sol. On va regarder notamment l'impact que cela peut avoir sur le nombre de plantes au mètre carré pour vraiment réussir à adapter un peuplement qui soit le plus cohérent possible avec le potentiel de la parcelle. Et puis, forcément, le tournesol, c'est une culture qui a des besoins en eau, des besoins sur une période où la disponibilité en eau, où la pluviométrie n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Donc c'est vraiment important de pouvoir mettre la plante dans les meilleures conditions possibles pour qu'elle puisse réussir à s'alimenter du mieux possible pour réaliser son cycle. Alors on voit les besoins qui sont répartis de la manière suivante, on va dire sur la phase végétative, donc c'est-à-dire du semis jusqu'au début du floraison, voire même un petit peu après ça, où on va avoir des besoins de l'ordre de 160 mm d'eau pour être à l'optimum. La phase de nouaison qui est déterminante, c'est-à-dire que c'est vraiment une étape importante pour la mise en place du nombre de grains au mètre carré, qui est une composante de rendement vraiment essentielle par la suite. Donc là aussi, on va avoir des besoins en eau qu'on estime de l'ordre de 70 mm. Et puis ensuite, toute la phase de remplissage, où là aussi, si on veut être à l'optimum, on va avoir des besoins qui vont être de l'ordre de 150-180 mm. Alors forcément, ces chiffres-là sont assez importants. On va dire qu'on est vraiment là dans le cadre d'une alimentation en eau qui est optimale. Mais n'oublions pas que le tournesol, c'est aussi une plante qui est très plastique, c'est-à-dire qui a la capacité d'adapter sa végétation et donc d'adapter ensuite ses besoins en fonction de la ressource qui est disponible. Alors, c'est également une plante qui, par son système racinaire, quand il est mis dans de bonnes conditions, on va voir de quoi il en retourne, qui est capable d'extraire l'eau du sol de façon quand même particulièrement importante comparée à d'autres espèces. Si on regarde au travers de ce graphique-là, on peut regarder ici en violet, en bleu foncé, on va dire, pardon, le tournesol comparé en jaune au blé. Et vous avez ici sur les ordonnées, vous avez la profondeur de sol en centimètres et vous avez l'humidité du sol sur cet axe ici des abscisses. Alors ce que l'on peut voir, c'est quand on est dans le cadre d'un blé, par exemple, on voit que plus on descend en profondeur et plus le sol est humide. C'est-à-dire tout simplement que les racines du blé, plus on va descendre profond, moins elles vont avoir la capacité à extraire cette eau. Alors une culture qu'on va un petit peu moins retrouver forcément au Maroc, qui est le soja, mais qu'on a un petit peu chez nous en France, on voit que ça a plus ou moins le même comportement que le blé, même si quand même le soja a la capacité de prélever de l'eau jusqu'à quasiment un bon mètre globalement. Mais ensuite, on voit que vraiment quand on arrive en profondeur, on retombe sur une humidité du sol qui est assez élevée. Donc c'est-à-dire que là aussi, la plante n'a pas été capable d'aller chercher l'eau du sol. En revanche, dans le cadre du tournesol, ici, en bleu, on voit que jusqu'à peu près 2 mètres de profondeur, le sol est au point de flétrissement, c'est-à-dire globalement que le système racinaire du tournesol a réussi à extraire l'eau du sol jusqu'à 2 mètres à peu près, mais parce qu'on était vraiment là dans des conditions optimales, c'est-à-dire avec un pivot, une racine du tournesol qui a vraiment réussi à se développer le mieux possible. Donc voilà, des besoins en eau qui sont réels pour cette espèce, mais une capacité à aller chercher l'eau en profondeur qui est vraiment remarquable.
Pour réussir à obtenir cet effet-là, c'est-à-dire pour mettre le tournesol dans les bonnes conditions, eh ben, il va y avoir quand même un certain nombre de règles à respecter, et notamment au travers de la préparation du sol, où on va chercher à avoir un sol relativement meuble, relativement bien aéré, bien structuré, pour permettre à la racine du tournesol, au pivot, de se développer en profondeur, de ne pas rencontrer d'obstacles, de semelles de labour par exemple, ou de zones très compactées en surface, comme ça peut être le cas parfois si on reste sur des interventions trop superficielles, et auquel cas donc la racine ne peut pas aller chercher l'eau du sol en profondeur. Donc voilà, plusieurs points à respecter. Je pense tout d'abord, quand on est dans le cadre d'intervention, de travail du sol assez profond, c'est de réussir à positionner ces interventions-là relativement tôt par rapport à la date de semis. Donc si on est sur un semis de janvier-février, c'est peut-être de réussir à faire ces interventions en profondeur, notamment si on fait un labour, peut-être plutôt sur les mois de novembre, mois de décembre, peut-être par là, tout simplement pour réussir ensuite sur les mois de décembre, janvier, à stocker l'eau issue des pluies hivernales et éviter d'assécher le sol en venant préparer après les pluies. Donc c'est peut-être d'essayer de préparer les sols un petit peu plus tôt, laisser les pluies arriver ensuite sur la parcelle et les conserver le plus possible jusqu'au semis du tournesol. Faire les différentes interventions, alors pas que de travail en profondeur, mais ensuite quand on a besoin de faire des reprises un peu plus superficielles pour avoir suffisamment de terre fine en surface, pour avoir un bon lit de semences, c'est toujours essayer de faire ça dans des conditions de ressuyage trop secs, pas trop humide pour éviter les tassements, pas trop sec non plus, éviter au maximum d'avoir des fortes productions de mottes, surtout dans les terrains les plus argileux qu'on ne va pas réussir à détruire ensuite. C'est aussi, justement pour éviter les tassements, peut-être de recourir à des roucages ou à des roues jumelées, pour limiter, on va dire, les zones de compaction au niveau du sol. Et puis, essayer de préférer les outils à dents par rapport à des outils à disque qui peuvent conduire des fois à la formation de semelles et pénaliser ensuite le développement des racines du tournesol. Alors, je vous parlais de travail profond, on peut aussi envisager un travail du sol plus superficiel sur les 10-15 premiers centimètres. Ça, c'est des choses qui vont être possibles dans les situations où on n'a pas de sol déjà compacté plus en profondeur. Donc ça peut être intéressant quand même de vérifier un peu l'état structural du sol, si on est vraiment sur quelque chose qui est très compacté, ou que l'on a pu un peu abîmer au cours de la campagne précédente avec les passages d'outils, ce sera plutôt à proscrire. Mais si on a un sol qui est suffisamment meuble en profondeur et qu'on nécessite simplement d'avoir des interventions de surface, dans ce cas-là, pourquoi pas. Attention quand même dans les zones les plus au nord ou les plus humides à contrôler un éventuel risque limace. Ça peut être quand même quelque chose à surveiller. Et puis vigilance aussi à ne pas avoir trop de résidus en surface qui pourraient ensuite altérer l'efficacité des herbicides de prélevé. Donc c'est important quand même d'avoir une surface du sol qui soit assez bien dégagée, quoi. Alors des questions qui reviennent aussi de temps en temps autour du semi-direct. Est-ce que le tournesol c'est quelque chose que l'on peut réussir en semi-direct ? Moi je reste assez mitigé quand même là-dessus. Les résultats sont quand même très très aléatoires à ce jour en tournesol. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas quand on est dans des situations où on a une structure du sol qui est quasi parfaite, mais ce qui correspond quand même à des situations extrêmement rares. Donc grande vigilance quand même, de mon point de vue en tout cas, sur le semi-direct pour le tournesol, où encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, on a besoin d'avoir des racines qui se développent très vite en profondeur. Alors voilà, typiquement aussi des choses à éviter. Je vous parle de structures de sol relativement
aéré, relativement meuble pour permettre le développement des racines, mais il faut rester quand même très vigilant sur la qualité du lit de semence et offrir suffisamment de terre fine au contact de la graine pour lui permettre de germer dans les meilleures conditions. Donc typiquement enfouir un semis avec un passage de couvert, se retrouver sur des graines là, qui sont quasiment en surface ou qui vont se retrouver coincées entre deux modes de terre, et là clairement on va avoir des très très gros problèmes derrière à la levée, alors qu'on va voir que quand même la répartition du semis et des plantes, c'est là aussi un critère essentiel. Alors, différentes stratégies à retenir pour ces préparations de sol. Je vous dis, éviter au maximum les semelles de labour, tout ce qui va présenter un obstacle pour la pénétration en profondeur du pivot. L'utilisation du vibroculteur qui peut être recommandé là aussi pour essayer de casser des mottes notamment, et avoir des structures en surface suffisamment fines pour avoir une bonne germination. Et puis on vous a remis ici quelques stratégies que l'on peut utiliser. Ça peut être 2 coups de cover crop passés de façon superficielle, mais vraiment dans des conditions de ressuyage du sol qui soient bonnes. Ça c'est quand même essentiel. Attention à l'inverse à faire ces 2 mêmes coups de cover crop uniquement sur des profonds, à trop forte de façon trop profonde quoi. Où là on risque vraiment de ressortir des mottes, surtout si on fait rien derrière. Donc c'est-à-dire que si on est passé au cover crop de façon un petit peu trop profonde, on va plutôt revenir sur le premier cas de figure, où on va essayer ensuite quand même soit de refaire un passage un peu plus superficiel, soit de revenir avec un vibroculteur. Et puis des préparations aussi optimales où on va utiliser un cover crop de façon superficielle, déjà peut-être pour réussir à casser un petit peu la surface du sol, et ensuite venir pénétrer un peu plus en profondeur avec un outil à dents, notamment un chisel, pour réussir vraiment à fissurer le sol en profondeur. Et puis ensuite, si besoin, on va revenir soit avec un cover, soit avec un vibroculteur, vraiment pour faire un dernier passage de façon superficielle, pour offrir la meilleure structure de sol à la parcelle. Mais encore une fois, retenons que ces passages, on va dire en profondeur, on va peut-être essayer de les faire relativement tôt pour ensuite stocker les pluies et avoir simplement un dernier coup d'outil à faire de façon superficielle pour conserver l'eau dans le sol. Alors, je vous ai dit un mot à l'instant sur la répartition des plantes. Effectivement, ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment indispensable. On avait fait quelques tests là-dessus. Et on va vraiment rechercher à avoir une répartition, vous le voyez ici, de chaque plante la plus homogène possible sur la ligne de semis. Donc vous voyez, là on est dans la situation où on va avoir une plante tous les 20 cm, donc on est sur des densités de semis qui vont être peut-être un petit peu élevées par rapport à ce qu'on peut faire au Maroc. Mais peu importe l'écartement entre plantes, vraiment ce qu'on va retenir c'est la régularité dans cet écartement, chercher à avoir toujours le même, pour avoir, ou en tout cas essayer de viser toujours 100% de couverture du sol, et avoir la meilleure répartition possible des plantes pour une utilisation optimale de l'eau présente dans le sol. Dès lors que l'on va avoir des plantes qui vont un petit peu se chevaucher, comme c'est le cas ici, où on va recouvrir plus que 75% de la surface du sol, et bien vous voyez dans ce cas de figure-là, quand on regarde ce qui se passe au niveau du rendement, on obtient déjà plus que 88% du rendement par rapport aux témoins. Témoin, c'était la situation précédente. Et plus on va dégrader la répartition de ces plantes sur la ligne de semis, et plus on va impacter le rendement que l'on va obtenir ensuite. Vous voyez, quand on va être dans ces situations-là, très dégradées, on va plus recouvrir plus que à peu près les 2/3 de la surface du sol, et bien on se retrouve avec un rendement qui est de l'ordre de 71% du rendement du témoin. Donc c'est-à-dire qu'on perd à peu près 30% de potentiel de rendement. Donc pour éviter ça, toujours important de vérifier le matériel, de faire attention à l'usure des disques
quand on va être sur du semoir monograine, pour essayer voilà, vraiment d'avoir un matériel performant pour avoir la meilleure répartition possible derrière des graines et une meilleure utilisation de l'eau. Alors on vient de voir que l'homogénéité du peuplement est quelque chose d'essentiel pour réussir à exprimer le potentiel d'une parcelle. Autre élément quand même vraiment déterminant, facteur clé, hein, comme on note ici, du rendement mais aussi de la teneur en huile, ça va être aussi la densité de semis. Hein, alors on peut regarder ici notamment sur des parcelles qui avaient été enquêtées dans le sud-ouest de la France entre 2007 et 2009. Hein, on a ici les peuplements en plantes par hectare. Ici on regarde le rendement en quintaux par hectare, donc on voit qu'on est plutôt ici sur des potentiels qui se situent entre 15 et 30 quintaux pour la majorité. Et on voit qu'effectivement, plus on augmente nos densités de semis, et moins on a de problématiques, ou en tout cas de cas d'échec au niveau du rendement. Et à partir, chez nous, pour des potentiels, on va dire, supérieurs à 20 quintaux par hectare, on essaie de ne pas être en dessous de 50 000 plantes par hectare, 5 pieds au mètre carré. On voit qu'à partir du moment où on est inférieur à ce peuplement-là, globalement on peut avoir des cas d'échec au niveau de nos rendements, hein, notamment ici sur un sol profond. Si je regarde ce point là, un sol profond où j'ai un potentiel normalement supérieur à 25-30 quintaux par hectare, je suis à moins de 40 000 pieds levés, et donc je me retrouve avec un rendement de 15 quintaux, ce qui n'est pas satisfaisant dans ces situations là. A l'inverse, hein, sur des peuplements à 40 000 pieds hectares, sur un sol superficiel, juste à côté, ici en noir, où là je vais avoir un potentiel de rendement de l'ordre de 20 quintaux à peu près, un petit peu moins peut-être, on voit que là, finalement j'en suis pas très très loin. Donc ça veut aussi dire que pour un même peuplement, selon le potentiel de mon sol, on va avoir des résultats un petit peu différents. Donc c'est important de réussir à bien les adapter. Mais globalement, plus on sécurise nos peuplements, plus on sécurise notre rendement. Ce qui est aussi très vrai, peut-être même encore plus vrai vis-à-vis de la teneur en protéines. Hein, on voit aussi la même tendance qui se dégage sur les 3 années qui ont été enquêtées. Et lorsque l'on augmente nos densités de semis, globalement on arrive à sécuriser nos teneurs en huile à des niveaux plus élevés et plus satisfaisants ensuite derrière pour la transformation. Alors, quand on parle d'adapter les densités de semis au potentiel de sol, on peut garder en tête les chiffres suivants. On va dire que sur des sols avec des potentiels de l'ordre de 15 quintaux par hectare, à condition qu'on ait réussi à bien maîtriser l'étape précédente concernant la préparation du sol. Donc on va réussir à bien valoriser les pluies hivernales. Pour ces objectifs de 15 quintaux, on va se fixer un objectif de peuplement de l'ordre de 40 000 plantes hectares. Donc si on estime que l'on a une perte de 25% à peu près à la levée, les taux de perte à la levée de 25%, on va essayer de viser une densité de semis de l'ordre de 55 000 graines à l'hectare. Lorsqu'on va être sur des potentiels un petit peu supérieurs à 20 quintaux par hectare, là on va essayer au minimum d'avoir un peuplement de l'ordre de 50 000 plantes par hectare, donc c'est-à-dire à peu près 65 000 graines semées. Là on est dans des situations avec des semoirs monograines, on va dire, dans des bonnes conditions. Si on est sur des implantations avec des semoirs céréales par exemple, avec des profondeurs un petit peu aléatoires ou des préparations de sol pas terribles, on va être amené forcément à augmenter ces densités de semis pour vraiment réussir à atteindre cet objectif-là. Donc ensuite, bien évidemment, si on est sur des potentiels de rendement qui sont encore inférieurs à ces 15 quintaux, on va diminuer un petit peu cet objectif de peuplement-là, descendre peut-être jusqu'à 30 000 plantes hectares, peut-être sur les cas les plus où on va avoir les potentiels les plus serrés, les plus faibles. Et puis dans des situations où on va être éventuellement avec de l'irrigation, vraiment des terres où on a des bonnes réserves en eau, on va viser plutôt du 25 quintaux par hectare par exemple. On va chercher là aussi plutôt non pas à ne pas être
non pas être à 50 000 plantes hectares, mais peut-être plutôt au moins 55 000 plantes hectares, voire 60 000 dans ces terres où vraiment on va pouvoir faire du potentiel. Attention à deux choses, attention aux sous-densités, en particulier quand on est dans des parcelles avec des sols plutôt profonds, quand on est en situation irriguée. Donc globalement, dans toutes les parcelles où on peut faire plus de 20 quintaux hectares, attention à ne pas faire de sous-densité parce qu'on va forcément pénaliser un petit peu. Et à l'inverse, dans les parcelles où on a des potentiels qui vont être plus faibles, de l'ordre de 15 quintaux environ, attention à ne pas trop surdensifier non plus ces peuplements. Attention donc à ne pas créer de la concurrence entre les plantes, ce qui ensuite serait forcément nuisible pour le rendement final. C'est ce qu'on avait cherché à regarder dans des expérimentations en France où on était là sur des potentiels un peu plus élevés, on va dire, et sur des conseils de densité de semis un petit peu plus haut. Quoique, pas forcément. On a ici le cas chez nous d'un sol superficiel avec un objectif de rendement à 20 quintaux par hectare. Une densité conseillée ici qui est à 48 000, je vous disais tout à l'heure 50 000 plantes hectares, on n'est pas très loin. Et puis on se retrouve dans la situation où on a surdensifié. On se retrouve avec un peuplement de 65 000 plantes hectares pour environ 50 000 conseillés. Et bien en moyenne, on se retrouve avec une perte de rendement de l'ordre de 5%, mais dans les cas où on a eu les pertes les plus fortes, on a jusqu'à 22% de perte de rendement du fait de cette surdensité. Donc attention, dans les parcelles à 20 quintaux, ou en tout cas moins de 20 quintaux, à ne pas trop surdensifier. Et à l'inverse, ici on était sur des potentiels plutôt de l'ordre de 25 quintaux, densité de semis préconisée 50 000 plantes hectares. Volontairement, on a mis une densité plus faible, on a sous-densifié à 44 000 plantes hectares. Et là, on peut se retrouver avec des pertes de rendement qui peuvent atteindre jusqu'à 13% par rapport à la situation optimale. Donc c'est important d'essayer quand même de garder ces densités conseillées par rapport à votre potentiel de rendement. Vient ensuite les aspects date de semis, alors avec plusieurs essais qui avaient été conduits dans la fin des années 80. Alors c'est vrai que c'est des références là qui datent un petit peu dans les régions de Meknès et l'Altasie. Et on compare sur ces trois sites des implantations de décembre, de janvier, de février et de mars. Et bien sûr, ici, on a les résultats en rendement. Globalement, ce que l'on constate, c'est que sur ces semis hivernaux, on va dire de décembre à février même, on a quand même un effet, en tout cas des résultats en termes de rendement bien plus intéressants que ce que l'on peut avoir au mois de mars, tout simplement, et c'est assez évident, parce qu'on a une meilleure valorisation de l'eau qui est tombée justement pendant cette période de décembre, janvier, février, voire même novembre. Alors des résultats un petit peu plus récents qui avaient été obtenus cette fois en 2011 pour conforter justement un petit peu ces résultats antérieurs, donc pour voir si c'était toujours valable finalement ces conseils de semis plutôt sur janvier-février. Donc là sur Al-Altazi où on est sur des situations de sol argileux profond dans le Rarb sur des terrains plutôt hydromorphes. Et puis en 2011 ça avait été une année quand même où on avait eu des pluies assez conséquentes puisque en moyenne sur 10 ans, si on prend les données météo sur 10 ans, on est avec une pluviométrie de l'ordre de 550 mm, et sur cette année-là, en 2011, on était vraiment sur une année très humide, plus humide en tout cas, puisqu'on était presque à 700 mm de pluviométrie. Et on voit que cette pluviométrie, elle est notamment intervenue à partir des mois d'octobre, novembre, décembre. Donc c'est vraiment sur ces 3 mois-là, ensuite un petit peu en janvier aussi, où on a réussi à avoir le plus de pluie. Mais quand on regarde sur les 10 ans, on voit bien que c'est sur ces mois-là, dans ce secteur, novembre, décembre, janvier, voire même février, mais surtout novembre, décembre, on va réussir à avoir le plus de pluie. Donc c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure sur les aspects préparation de sol. Si on réussit à positionner nos préparations en profondeur relativement tôt,
On stocke ensuite notre eau dans le sol, on fait plus d'intervention trop profonde pour éviter l'évaporation. Et ensuite, eh bien, cette eau-là va plutôt permettre en tout cas, va bénéficier plutôt au tournesol. Et donc, eh bien, pareil, 4 dates de semis qui avaient été regardées. 15 décembre, 17 janvier, 21 février, 23 mars. Avec un travail du sol, on avait eu un labour, 2 coups de cover crop, un rototiller derrière, donc c'était un petit peu le cas idéal que je vous avais présenté, un petit peu avant. On était sur la variété Mélodie ES Leila, de l'azote, 54 unités, des herbages avec notamment du prôle, puis des interventions manuelles. Donc vraiment un tournesol qui avait été conduit vraiment à l'optimal. Et on retrouve, vous voyez, les résultats finalement identiques à ce qu'on avait pu observer, ou presque identiques en tout cas à ce qu'on avait pu observer fin des années 80, pardon, avec des meilleurs rendements obtenus là sur les mois de janvier, février. Alors forcément, la février est un petit peu meilleur que ce qu'on avait vu précédemment, aussi parce qu'on avait eu des pluviométries là encore qui étaient relativement abondantes. Donc, conclusion, on va rester sur des préconisations en termes de date de semis de l'ordre du 15 janvier au 15 février. Alors forcément aussi ensuite à adapter par rapport aux différentes régions et par rapport au climat, notamment des températures. Quand on va être un peu plus en altitude, on va avoir du froid un petit peu plus tard dans la saison, on va être amené à décaler peut-être un petit peu plus que dans les régions plus arides. Sur des densités de semis qu'on avait vu tout à l'heure de l'ordre de 40 à 65 000 graines hectares, en fonction du potentiel de la parcelle. Des écartements, alors écartements, c'est qu'on n'en a pas trop reparlé, mais qui vont être compris entre 40 et 80 cm. On va être vigilant, peut-être éviter d'aller sur des écartements trop importants quand on est sur les terrains les plus arides, parce que la plante ne va pas forcément être en capacité de compenser justement ces larges écartements. Et sur des profondeurs de semis qu'on va chercher à avoir les plus régulières possibles, autour des 3 cm environ. Des semis, on va essayer de rester sur des vitesses de semis relativement lentes, aussi parce que on a clairement un effet derrière en termes d'homogénéité, en fonction que l'on passe sur des semis rapides par rapport à des semis plus lents, ou en plus avec des bons disques, on va réussir à vraiment bien positionner les graines. Donc là aussi, il faut prendre le temps de le faire, on va dire correctement, quitte à rouler un petit peu moins vite. Mais en tout cas, on va réussir à bien positionner nos graines et derrière à pouvoir mieux valoriser encore une fois la ressource en eau du sol parce qu'on aura un peuplement le plus homogène possible.